bienvenue sur la chaîne Entertainment Animé. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du chapeau de paille naviguent à contre-courant pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour concernant l'univers de One Piece. Dans ce chapitre, l'histoire commence avec l'apparition d'un mystérieux serpent géant nommé Jormungand à l'école Walrus. Ce gigantesque reptile se met soudainement à poursuivre les enfants géants, provoquant la panique et semant le chaos dans toute l'école. Alors que le serpent s'apprête à dévorer un enfant, un géant nommé Kiba surgit et frappe violemment la tête du monstre avec son marteau. Son attaque est précise, permettant à l'enfant en danger d'échapper de justesse à la mort. Kiba est alors présenté comme le directeur de l'école Walrus et un ancien membre de l'équipage des pirates de la mer Gen Warrior. En tant que géant, Kiba possède une apparence physique unique, avec un visage ressemblant à celui d'Unmors. On ignore encore si cette caractéristique est due au pouvoir d'un fruit du démon ou s'il appartient à une race hybride. Son immense marteau est également particulier, avec deux extrémités pointues évoquant des défenses de morse. Après l'attaque de Kiba, Saul apparaît soudainement en sautant depuis une branche d'arbre. Il s'excuse pour son retard, puis lance immédiatement un puissant coup de poing imprégné de haki en direction du serpent. Cette attaque, appelée Kimatsu-shiken, au coup exterminateur de démons, terrasse instantanément Jormungand. Les élèves qui avaient assisté à l'action de Kiba et Sol étaient émerveillés. Ils commencèrent à parler de Kiba, qui s'avéra être un ancien soldat, ainsi que de Sol, dont la force impressionnante révélait son passé d'ancien membre de la marine. Pendant ce temps, Kiba se plaignait d'une douleur à la taille après son attaque. Il semblait qu'il n'avait pas combattu depuis longtemps, étant donné que ces dernières années, Elbaf avait connu une période de paix. Saul demanda alors quelle était l'identité du serpent qu'il venait d'affronter. Soudain, Robin et Chopper surgirent de derrière sa barbe. En réalité, il s'était caché à l'intérieur de la barbe de Saul pour venir à l'école Walrus. Robin demanda s'il existait vraiment, dans le monde du soleil, des créatures fruitées comme le serpent que Saul venait de vaincre. D'après les informations qu'elle possédait, de tels êtres n'existaient normalement que dans le monde souterrain. Saul acquiesça et expliqua que ce genre d'animal ne devrait pas exister dans le monde du soleil. En temps normal, cette région n'était habitée que par des animaux sauvages ordinaires. L'apparition d'un tel serpent était donc quelque chose d'étrange. Chopper, qui était encore curieux, se demandait ce qui se passait réellement. Cependant, avant qu'il ne puisse trouver une réponse, un autre événement étrange se produisit à l'école Walrus. Un professeur géant nommé Wolfie fut retrouvé blessé. Pendant ce temps, plusieurs élèves commencèrent à s'endormir mystérieusement. Sol demanda alors aux enfants encore conscients s'ils savaient ce qui se passait et où se trouvaient les autres élèves. Ceux-ci répondirent qu'ils avaient vu leurs camarades marcher en direction de la plage. Étrangement, ils avançaient en dormant et ne réagissaient pas du tout aux appels des autres. En entendant cela, Robin sentit que quelque chose n'allait pas. Peu de temps après, il apparut que les élèves endormis marchaient en file indienne, quittant lentement l'école en direction de la plage. Là-bas, une flèche indiquait la présence de Gunko, qui les surveillait attentivement. Finalement, il fut révélé que tous ces événements étranges à l'école Walrus étaient l'œuvre des chevaliers sacrés. Leur mission était de capturer les enfants géants et de les faire prisonniers. Grâce à leurs pouvoirs spéciaux, ils semaient le chaos et mettaient les élèves en danger, mais de manière subtile, au lieu d'attaquer directement. Ils utilisaient diverses techniques de manipulation. Saul donna immédiatement des instructions aux enfants encore conscients pour qu'ils retournent à l'école sans tarder. Pendant ce temps, il partit à la poursuite des élèves qui marchaient en dormant. Mais soudain, de grandes ombres émergèrent de la forêt. C'étaient des créatures mystérieuses, d'étranges monstres. Voyant la situation devenir de plus en plus critique, Kiba, le directeur de l'école Walrus, réagit rapidement. Il souffla dans la trompette d'Elbaf, un signal d'alerte et pour avertir tout le royaume qu'un grand danger approchait. Il ordonna aussi aux enseignants d'évacuer immédiatement tous les élèves, car quelque chose de terrifiant allait bientôt se produire. Ailleurs, l'ambiance du monde souterrain est dévoilée. Là-bas, Loki est désormais libre de ses chaînes grâce à Zoro, qui l'avait libéré dans le chapitre précédent. Cependant, un seul bracelet en pierre de mer reste attaché à sa cheville gauche, un détail laissé intentionnellement par Zoro pour limiter ses mouvements. Loki se tient face à Luffy et aux autres, serrant fermement son marteau, Ragnir. Bien que son corps soit encore couvert de blessures causées par l'attaque des épées de Samrock il y a quelque temps, il semble aller bien, prouvant ainsi sa résistance exceptionnelle en tant que géant. D'un ton confiant, Loki affirme qu'ils sont naïfs, s'ils pensent qu'un simple bracelet en pierre de mer peut contenir sa puissance. Il propose alors un marché. S'ils veulent réellement protéger Elbaf, ils doivent lui retirer immédiatement son bracelet. Dans le cas contraire, il déchaînera sa colère, même entravée. Loki sait parfaitement que même dans cet état, il est capable de causer d'énormes destructions. Pour prouver qu'il ne bluffe pas, il commence à libérer sa puissance. Voyant cela, Hajrodin panique. Il connaît bien la force colossale de Loki et comprend que cette menace est loin d'être une plaisanterie. Pendant ce temps, Luffy semblait agacé.
Il pensait qu'une fois Loki libéré, il tiendrait sa promesse et leur donnerait les informations importantes dont ils avaient besoin. Mais au lieu de cela, Loki créa de nouveaux problèmes. Sanji, qui était également présent, ne put que soupirer et dire « C'est quoi ce type qui s'appelle Loki ?» Loki les avertit, alors que s'il était à leur place, il agirait immédiatement. Il expliqua qu'il allait lancer une attaque massive, provoquant des explosions répétées et répandant le feu sur toute l'île d'Elbaf. Il savait très bien que la plus grande faiblesse d'Elbaf était le feu et la foudre. Comme ce royaume repose sur l'arbre d'Adam, ces éléments pouvaient causer une destruction massive. Il affirma alors qu'il avait le pouvoir de détruire entièrement Elbaf. Hajrudin, réalisant le danger imminent, supplia Loki d'arrêter. Mais bien sûr, Loki n'avait rien à faire. Avec une grande assurance, il brandit Agnies son immense marteau et frappa violemment l'arbre d'Adam. Aussitôt, un éclair tomba du ciel, frappant précisément l'endroit où il avait frappé. La foudre ne toucha pas seulement l'arbre, mais aussi plusieurs grandes branches, déclenchant un incendie qui commença à se propager à différentes parties du monde du soleil. Pendant ce temps, dans le village de l'Ouest, les habitants en pleine fête virent soudain des flammes s'élever au loin. Ils entendirent également le son de la trompette d'Elbaf venant de l'école Walrus, un signe qu'un grand danger menaçait. Un géant accourut alors vers Jarul et lui rapporta que l'incendie venait du sud de l'île. Prenant conscience de la menace grandissante, Jarul donna immédiatement l'ordre. Nous devons éteindre ce feu au plus vite avant qu'il ne se propage et devienne incontrôlable. La situation devenait de plus en plus critique. L'école était en péril et les flammes commençaient à ravager l'île d'Elbaf. Pendant ce temps, à l'école Walrus, la situation devenait de plus en plus inquiétante, avec l'apparition de monstres mystérieux. Enji, le professeur de l'école, informa Sol et Kibakil avaient déjà vu ces créatures auparavant. Il expliqua qu'un jour, il avait demandé aux élèves de dessiner ce qui leur faisait peur. Les enfants dessinèrent alors toutes sortes de monstres, comme Fenrir, Dror et bien d'autres encore. Certains dessinèrent même Loki, car ils redoutaient ce prince des géants. Mais ce qui surprit le plus, c'était que quelques enfants avaient aussi dessiné une version maléfique de Nika. Dans leur dessin, Nika maléfique était représentée en noir et possédait un pouvoir obscur, ce qui correspondait parfaitement à Kurohige et à son fruit du démon, Yami Yami no Mi. Sa capacité Black Hole était l'opposé naturel du soleil, ce qui rendait ses pouvoirs totalement opposés à ceux de Luffy. Il semble que la véritable forme de Nika maléfique de Kurohige apparaîtra lorsqu'il atteindra l'éveil du Yami Yami no Mi. On ignore s'il a déjà maîtrisé cette transformation ou non, mais tôt ou tard, nous verrons son apparence finale. En réalité, cela n'a rien d'étonnant. Au début, Luffy n'était qu'un simple homme élastique. Mais après avoir éveillé son pouvoir, il est devenu le dieu Nika. Il est donc possible que Kurohige suive le même chemin, d'abord doté d'un pouvoir obscur, puis, après son éveil, transformé en une divinité maléfique. Désormais, à l'école Walrus, les peurs autrefois dessinées par les élèves sont devenues réalité. Les monstres issus de leur frayeur encerclent maintenant l'école avec des tailles gigantesques. Chaque monstre a une apparence différente, correspondant à l'imagination et aux peurs des enfants. Il y a un immense dragon, un ours géant, un oiseau colossal, un nuage noir lançant des éclairs, un fantôme effrayant, un monstre loup, ainsi qu'un squelette gigantesque à l'allure terrifiante. Mais parmi eux, l'apparition la plus marquante est celle de la version maléfique de Nika. Sa présence dégage une aura de ténèbres intense, rendant l'atmosphère encore plus chaotique à l'école Walrus. Tous ceux qui la voient sont sous le choc et sentent une peur encore plus grande s'installer. À la fin du chapitre, Gunko, Gillingham et Summers observent l'école Walrus plongée dans le chaos. Gillingham affiche un sourire satisfait et dit « Tout est prêt ». Summers, d'un ton détendu, répond « Beau travail ». Gillingham poursuit. La limite de temps est fixée jusqu'à ce que ces sales gosses arrivent sur le navire. Il se tourne ensuite vers Summers et demande « Tu penses que ces géants réussiront à les sauver à temps ?» Summers laisse échapper un léger rire et répond d'un ton moqueur « L'amour, c'est faire souffrir l'autre. » Autrement dit, les géants ressentiront une douleur immense s'ils échouent à sauver les enfants qu'ils aiment. Puis Summers tourne son regard vers Gunko et lui demande « Y a-t-il quelque chose que tu redoutes le plus, Gunko ?» La chevalière sacrée reste silencieuse un instant avant de répondre Nika. Il s'avère que Nika est la personne que Gunko craint le plus, tout comme de nombreuses figures au sein du gouvernement mondial. La présence du dieu du soleil a toujours représenté une grande menace pour eux. Il semble que Gunko ait appris l'histoire de Nika grâce au récit historique raconté directement par Im-sama. Rien d'étonnant à cela, car les Gorosei et les Chevaliers Saints sont les personnes les plus proches d'Im-sama, ce qui leur a permis d'entendre de nombreux secrets historiques cachés au reste du monde. Ce chapitre est particulièrement captivant, car il révèle certaines capacités uniques des Chevaliers Saints. Sommer possède le pouvoir de transformer la peur en réalité. C'est lui qui est à l'origine de l'apparition de mystérieux monstres effrayant les enfants de l'école Walrus. Gillingham, quant à lui, peut endormir les enfants et les faire marcher en somnambule, une technique liée au fruit du démon Kirin qu'il possède. Gunko, confirmé comme utilisateur du fruit du démon Aro no Mi, a la capacité de contrôler des flèches qui dirigent les enfants là où ils le souhaitent. Ainsi, tous les incidents survenus à l'école Walrus sont le résultat de la collaboration de ces trois chevaliers saints. Bientôt, un chaos encore plus grand va éclater, et nous découvrirons davantage de pouvoirs cachés des chevaliers saints. Que pensez-vous de ce chapitre? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.